مرحبا بكم معكم فريا البشيري du salon Dentex. اليوم on a un invité d'exception, quelqu'un qui a marqué le secteur dentaire. C'est un chirurgien dentiste, c'est un formateur, c'est un entrepreneur, c'est un passionné et il a répondu à l'invitation. Donc en اليوم on va essayer de le connaître un peu plus, de savoir quelles sont ses passions, qu'est-ce qui a marqué sa vie de chirurgien dentiste, quelle est la vision تاعو pour le secteur dentaire en Algérie. Donc je remercie Ayoub Ben Hariga qui a répondu à l'invitation aujourd'hui. Sabah al-khair Ayoub. Bonjour Feriel. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir. Alors tu t'imagines bien qu'il y a beaucoup de dentistes qui ont demandé à voir ce podcast et à te connaître un peu plus et c'est pour ça qu'on t'a invité. Honnêtement, je suis agréablement surpris. Je ne savais pas, c'est toi qui me le dis, mais tant mieux, merci. Génial, مرحبا. Alors Ayoub, est-ce que تقدر تهضر لنا أكثر un peu عليك، تهضر لنا على شكون هو أيوب بن حريقة en dehors de ta blouse blanche, si tu en portes. Non, j'ai pas de blouse blanche pour commencer. J'ai une tenue de bloc, mais c'est question de pratique. C'est difficile de parler de soi en étant objectif. Donc, parler de soi, me gêne un peu. Donc, je préfère que tu me guides par tes questions. Mais si je me définis comme chirurgien dentiste, certes, passionné, parce que tout ce que je fais en dentisterie et en général, je le fais par passion. J'ai toujours admiré les gens qui ont l'acharnement et la force du travail. Moi, si je ne suis pas passionné, j'accroche pas. Donc, c'est deux écoles qui sont complètement différentes. Si je fais le parallèle au foot, c'est l'école Barça versus l'école Real. Donc, c'est la beauté du geste versus le résultat. Moi, j'aime la beauté du geste. Parfois, le résultat vient avec, tant mieux, mais c'est par passion que je fais tout ça. Ça me passionne, j'aime beaucoup. Je vais pas au travail tous les jours, je vais exercer ma passion que j'exerce 4 fois par jour pour que ça reste bien, parce que sinon il y a un truc à ne pas dépasser, il y a un plafond à ne pas dépasser, mais tout ce que je le fais par passion, parce que ça me plaît. Magnifique, magnifique. Donc Ayoub, j'aimerais connaître un peu tes passions, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Est-ce que tu aimes le foot? Est-ce que tu es papa ou pas? Donc tout le monde se pose un peu ce genre de questions. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire plus à ce sujet? Les passions, j'en ai beaucoup, c'est ça le problème. J'aime beaucoup de trucs. J'aime le foot un peu moins ces derniers temps, j'avoue que. Mais quoi qu'avec mes enfants, et je suis papa de 3 enfants, avec mes enfants, en ce moment, eux, ils font du foot, donc le foot. Donc ouais, j'aime le foot, mais ma vraie passion initiale, moi, ce que j'aime, je suis un enfant de la corniche oranaise. Donc j'ai grandi toute ma vie à la corniche et ce que j'aime, c'est la mer. Et je pense que l'un des trucs qui m'a fait revenir en Algérie, j'ai fait 7 ans d'études en France. Le premier truc, pour moi, une ville où il me sur le Bahar, c'est une ville qui n'est pas intéressante pour moi. Donc ma première passion, c'est la mer. La mer en particulier, la plongée, la chasse sous-marine encore plus, et la nature en général. Et ces dernières années, ça fait 5 ans, je suis devenu agriculteur, donc on parlera par la suite. Et tout ce qui... J'aime beaucoup la nature. Et Belek, c'est pour ça que j'aime beaucoup mon pays, parce qu'on a beau dire que notre pays est critiquable, comme tous les pays, mais notre pays un peu plus que d'autres. Bon, maintenant, on peut le critiquer, mais la nature est magnifique en Algérie. Et on a encore des coins magnifiques en Algérie. Absolument, génial. De toute façon, on va parler tout à l'heure de ta relation avec l'Algérie et Wahran. Mais en attendant, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu choisisses d'être chirurgien dentiste? C'est un peu un hasard. J'avais un tonton et une tata qui étaient dentistes. La tata, c'était Dr Aïssaoui qui était orthodontiste, donc que je côtoyais dans mon jeune âge. Et le tonton, c'est professeur Zien, dont le fils était un pote à moi, donc on passait notre temps. Donc, à hauteur de mes 16-17 ans, ils ont l'air bien, les dentistes. Et voilà. J'ai une sœur qui est médecin, mon grand frère est dentiste. Donc, je me suis dit, bon, médecine, c'est un peu long.
dentaire, 5 ans, donc je suis parti pour faire, entre guillemets, le moins d'études possible. J'ai fini par faire le plus d'études possible. C'est comme ça, enfin, j'y ai pris goût. Génial, génial. Et du coup, j'imagine que en étant formateur, entrepreneur, chirurgien dentiste, et aussi tu t'es lancé dans l'agriculture, tu nous raconteras ça après, ta vie personnelle, tes enfants. Comment tu fais? En fait, je pense que c'est le défi de beaucoup de personnes comme toi. Comment tu fais pour gérer ta vie personnelle et professionnelle? Déjà, la vie professionnelle, je travaille 4 jours par semaine. Ça fait quasiment une dizaine d'années que je travaille 4 jours par semaine. Je pense qu'au-delà, on est moins productif et le burn-out nous guette. Et franchement, c'est pas possible de faire plus de 4 jours de cabinet ou de clinique ou de patient par jour. Ça m'arrive de faire du 7 sur 7, mais par exemple, je fais mes jours de cabinet, je vais sur un salon. Un salon, c'est agréable. On voit les copains, les conférences, c'est plus agréable. Donc, moi, je compte pas ça comme du travail. Mais c'est du travail, réellement. Mais pour faire l'équilibre work-life balance, en quelque sorte, je travaille 4 jours par semaine. Très bien, très bien. Et du coup, si maintenant, à ton âge, tu devais dire un mot à Ayoub d'il y a quelques années, tu lui dirais quoi? Oh alors là, ouais, c'est compliqué. Je sais pas, je changerais pas grand-chose. Je pense pas que je changerais grand-chose parce que en réalité, j'ai toujours fait ce dont j'ai envie. Et comme je vous ai dit, je fais les choses par passion. Après, il y a la rigueur qui va... Quand je choisis un cap, je tiens à finir ce cap-là. Hein. Je m'accroche, je papillonne pas. Mais je fais les choses par passion et je ne changerai pas grand-chose. Absolument rien, parfait. Et on va parler un peu, quand on est entrepreneur comme toi et formateur, praticien, il y a des moments où, j'imagine, c'est difficile. Il y a des moments, est-ce qu'il y a des moments où tu lâches? Est-ce qu'il y a des moments où tu fais des burn-out? Est-ce qu'il y a des moments où tu dis, na'albouha? Et si oui, comment tu fais justement pour te remettre sur pied? Franchement, le secret, c'est de ne pas trop travailler parce que, comme je dis souvent, donc ça va nous tuer. On finit tous, et je montre ça dans mes formations de microscope, 90% des dentistes finissent avec des problèmes liés à leur profession. Liés à leur profession, je dis problèmes articulaires. Oui. Donc, moi-même, j'ai eu des problèmes d'épaule à certains moments, j'ai eu une tendinite à la main, j'ai eu un problème de cervical. Donc, c'est quelque chose qui nous guette. Donc, notre corps a des limites. Il faut écouter son corps. Donc, physique. Et notre corps aussi a des limites psychologiques. Parce que, comme disait un copain dentiste un peu plus âgé que moi, « Nas hasbin billi nas yijou ya'tuna draham wa yirouhou ». Non, nas yijou, il te pompe ton énergie ou yirouhou. Parce que il suffit qu'un patient par jour soit négatif avec vous, je vous certifie, et tous les dentistes me comprendront, oui. Donc, on exerce dans de bonnes conditions, à nous d'aménager. Mais il faut aménager, il faut faire la balance. Burnout, sincèrement, non. Tant mieux. J'ai de la pression constante, mais ça, c'est inhérent à toute personne qui travaille. Mais par exemple, je pense que comme tous les Algériens, un des mouchkils, les amis et la famille, les mazels me ferment, les dentistes, ils donnent un rendez-vous. Et moi, j'ai réglé ce problème. Comment? Parce que je leur réponds tout simplement que mon papa et ma maman qui a changé mes couches, ils donnent rendez-vous. Pas parce que je suis important, parce qu'il faut un minimum d'organisation pour travailler. Et si cette personne-là se pense être supérieure à papa ou maman, c'est son problème. Donc ça, je l'ai réglé. Donc, mais il y a une pression. J'imagine, oui. Ouais. Super. Alors, maintenant, on va parler un peu de l'Algérie et de Warren. Oui. Alors, est-ce que une personne comme toi qui est née pour réussir dans un environnement très opportun pour devenir médecin ou dentiste, et j'aimerais te poser la question, est-ce que tu as déjà pensé à quitter l'Algérie? Donc, et pourquoi tu es revenu, si oui?
j'ai quitté l'Algérie momentanément pour faire mes études. Pour moi, je recommande à tout le monde de quitter notre... C'est la mode, hein, la zone de confort. Donc de quitter notre zone de confort pour... Donc tu encourages tout le monde à partir. J'encourage tout le monde à avoir des expériences autres que celles dans lesquelles on a toujours vécu. C'est Descartes qui disait que pour atteindre la vérité, il faut une fois dans sa vie revoir tout son système de raisonnement. En gros, c'est pas littéral. Donc il faut qu'on sorte. On a vécu dans un certain niveau, dans une certaine réflexion. C'est bien de partir, de voir même les Européens, les Américains, ils vont dans un autre pays, ils voient ce qui se passe ailleurs, comment on fait les choses ailleurs, et ça ne peut être qu'enrichissant. C'est-à-dire, un copain qui est au Canada, si ça se trouve, tu vas réussir. Tant mieux. Et même si tu réussiras pas, tu vas avoir une expérience. Donc, j'encourage tout le monde à avoir une expérience. Après, rester en Algérie ou pas, c'est des choix très, très personnels. Moi, personnellement, je pense que on n'est pas mieux que dans son pays. Surtout en tant qu'Algérien. C'est-à-dire, on est allemand, on est américain, vous êtes allemand, c'est neutre ou c'est bien. On sera toujours perçu comme quelqu'un qui va émigrer, qui va et franchement, non. Et en plus, l'Algérie, c'est un pays avec tous ses défauts, et tous les pays ont leurs défauts. Pour avoir vécu 7 ans en France, il y a des avantages et des inconvénients en France. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que des avantages. Donc, Jazair a des avantages et des inconvénients. Moi, les inconvénients de l'Algérie, je les ai acceptés. Je les accepte et je ne vais pas les changer. Donc, il faut les accepter. Et je ne m'en porte pas pire que ça. Super, génial. Et du coup, qu'est-ce qui te pousse le plus à rester? Qu'est-ce que tu aimes في بلادك؟ وشنو هي الحاجة اللي لقيتها في بلادك اللي tu ne l'as pas trouvé ailleurs? Qu'est-ce qui t'encourage vraiment à investir dans ce pays et à t'enraciner davantage dans ce pays? Ça me rappelle une anecdote à un Algérien qui vivait au Canada, qui a été arrêté par la police. Je ne sais pas, dans un contrôle ou là, qu'est-ce que vous aimez le plus, le Canada ou votre pays? C'est me donner le choix entre ma mère et mon père. Ma mère, c'est celle qui m'a mise au monde et qui m'a élevé. Et mon père, c'est celui qui me permet de vivre dans de bonnes conditions. C'est un peu ça. Mais il se trouve que moi, mon père et ma mère, c'est l'Algérie. Donc, donc, je suis entre guillemets, un pur produit de la société algérienne. Donc, pourquoi vouloir la quitter? Sachant que, j'ai des copains qui sont partis relativement jeunes de l'Algérie et qui ont eu une certaine déconnexion. Ils ont commencé leur vie professionnelle ailleurs et qui ne pourront plus revenir en Algérie. Moi, j'ai terminé mes études en Algérie. J'ai eu une expérience d'étudiant en Europe, en France. Donc, pour moi, c'était naturel de revenir. Alors, درك نهضروا شويه على وهران. Alors, Oran est connu pour être une ville festive, une ville très vivante. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ta ville? Je trouve que à chaque fois, on associe Oran à la fête. C'est un peu caricatural, c'est un peu vrai, hein. C'est un peu vrai, mais c'est un peu caricatural. Moi, ce que j'aime le plus à Oran, c'est le mindset des gens. Les gens sont cool à Oran. Ils sont cool en général. Un exemple simple. Dans n'importe quelle ville d'Algérie, si vous achetez chez un marchand et vous lui lancez une blague, les Algériens m'énervent. Ça peut finir mal. Fouharan, 9 fois sur 10, si on connaît les codes, si on lance une blague à un commerçant, à tous les coups, il va rigoler avec vous. Et je dis ça parce que c'est ma ville, mais avec exemple, l'autre jour, j'étais dans une administration, قال لي شوف خويا واه روح جيب الكاشي ودير جيب لنا الكاشي في الادمينستراسيون. قلت له صح خويا. من بعد كي رحت قال لي على بالك كي دير له الكاشي؟ قلت له لا، قال لي ديره في الماء ودوره. Donc, et ça, je trouve que j'aime bien ça, j'aime bien rigoler comme tout le monde, je pense, mais ce mindset relativement cool, nonchalant d'Oran, j'aime beaucoup. Professionnellement, ça peut être problématique dans le sens où il y a moins de rigueur, mais franchement, je pense qu'il y a assez de stress. Les capitales, Alger, c'est une ville où tout le monde est à cran, tout le monde est stressé.
Moi, j'aime pas le stress. Est-ce que tu pourrais vivre à Alger? Est-ce que tu as déjà vécu à Alger? Ou dans une autre ville en Algérie? Non. Si, j'ai vécu... Mon père était militaire, donc j'ai fait Béchar, Ouergla. Donc, Béchar, c'est un peu le pendant oranais du sud. Donc, Bchachra, ils sont super cool. Donc, souvent, dans Béchar, j'aime beaucoup cette ville, et surtout Territ et tout ça. Je trouve ça magnifique. Ouergla, j'étais relativement jeune, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs. J'ai vécu aussi à Moscou à un certain moment, parce que mon père était diplomate aussi à un certain moment. Donc j'ai vécu à Moscou et j'en garde un bon souvenir. J'avais 12 ans, donc j'ai des souvenirs assez précis. Mais je ne pourrais pas vivre... là, j'ai 48 ans, donc c'est très discutable. J'aurais peut-être pas dit la même chose il y a 20 ans, mais je pourrais pas vivre dans une autre ville que la ville d'Oran, parce que j'y ai mes repères et plus le temps passe, plus on s'enracine, et moins on a envie de changer notre ville. Donc j'aime beaucoup Oran et sa culture, et ce que j'aime le plus, sincèrement, Alger, il y a la mer aussi. J'aime moins les fonds marins à Alger qu'à Oran, donc on a de meilleurs fonds marins, et moi qui aime la plongée, donc j'ai des copains algérois qui viennent plonger à Oran, et c'est pas la même chose. Et le mindset, j'aime bien les gens relativement cool, et je pense que tout le monde confirmera que les Oranais sont un peu cool et easygoing, ce qui est appréciable. وين يلقاوك ناس وهران في وهران؟ وين الدور؟ سي كوا لي بلاص تاعك تاع وهران اللي تحبهم؟ Centre-ville. ما ندورش في وهران بزاف. C'est le centre-ville parce que mon cabinet est au centre-ville. Donc, par exemple banal, très souvent le matin, نتلاقاو les copains dentistes, on est 4, 5, à certains moments beaucoup de dentistes. Le matin, c'est à quelle heure Fouaren? Parce que le matin... Le matin, c'est 8h30, 9h. Voilà. C'est pas 6h du matin. C'est pas 6h du matin. Voilà, vous voyez. Donc on a le luxe de prendre un café ensemble, avant d'aller au cabinet. Et donc après, l'assistante aide, on est au cabinet. Il y a de la dimension... moi j'apprécie beaucoup, et des fois تاني نفطروا ensemble. Donc هنا في الجزائر si un copain est à Chirega ou l'autre de l'autre bout d'Alger, ils se verront jamais pour prendre un café. Donc c'est cet aspect distance-temps que je trouve plus agréable à voir. Magnifique, super. Maintenant, on va passer à la partie formation et développement. Et la première question qui me passe à l'esprit, c'est comment tu t'es lancé dans la formation? Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans la formation? Ça me paraissait évident dès le début, parce que quand j'étais étudiant en France, j'étais en DES de chirurgie buccale. C'est un diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale. Donc, et dans notre DES de chirurgie buccale, on partait tous en stage chez des praticiens confirmés à Paris, qui étaient connus en implantologie. Oui. Parce qu'il y a une vingtaine d'années, l'implantologie n'était pas aussi bien développée, donc il y avait une élite de praticiens qui l'exerçaient, même en France, hein, et c'était pas, on voyait pas les implants tous les jours. Donc moi j'ai eu l'opportunité et la chance d'aller chez quelqu'un qui s'appelle Philippe Kayat, qui est un Français d'origine libanaise et qui était une des références parisiennes et françaises de l'implantologie. Donc il y a d'autres copains aussi qui partaient chez Hadi Antoun, qui est tout aussi bien. Donc, رحت عند Philippe Kayat, et quand je partais chez Kayat, pour moi c'était ça la dentisterie. En réalité, c'était pas du tout ça. Donc, les deux frères Kayat, il y avait Philippe et Bertrand. Donc, Bertrand qui est endodontiste extraordinaire et Philippe qui était implantologiste extraordinaire. Donc, je les voyais, ils étaient entre leur cabinet, leur recherche clinique, leur publication, leur formation et leur congrès. Et pour moi, c'était ça la dentisterie. Alors, c'est pas ça pour tout le monde, mais c'est comme ça que je me suis projeté. Moi, c'est comme quand on est petit, quand je serai grand, je voudrais être comme ça. Donc, je me suis dit, voilà. Donc, c'est ce qui m'a largement inspiré. Et quels ont été tes premiers pas dans la formation? Les premiers pas, quand je suis rentré en 2007, il y avait le congrès de ce qu'on appelait à l'époque l'ACDPO, l'Association des chirurgiens dentistes privés d'Oran. Donc, qui organisait un congrès par an, c'était au mois d'avril-mai, et qui était toujours très dynamique. Et c'était franchement une association scientifique très intéressante. Il y avait professeur Ziane, il y avait
Allah yarhamou, Ben Dimrad, qui nous a quittés récemment. Il y avait plein de dentistes de leur génération qui étaient très dynamiques et qui étaient vraiment, qui se démarquaient de leur génération et qui organisaient un congrès. Donc, comme professeur Ziane, on se connaît personnellement, quand je suis rentré, il dit Ayoub, tu veux faire un truc? Je dis ok, ça marche. Juste avant, on avait fait un travail à Genève. On avait, dans le cadre de notre DSCB, on avait fait une présentation. J'avais fait un poster à Genève sur, je me souviens, les myxomes odontogènes. C'était des tumeurs odontogènes. Enfin, bref, un truc de pathologie. Oui. Donc, ok, j'ai un travail que j'ai fait sur les greffes osseuses et préimplantaires, et j'ai un travail que j'ai fait sur les tumeurs odontogènes. Il dit, bon, greffe osseuse, implant, c'est un peu trop avancé, ça va pas intéresser les gens. Donc j'avais fait un poster, et c'est en 2007, je crois mai 2007. Et j'ai fait ma première conférence sur les myxomes odontogènes. Et c'est là où je me suis rendu compte, après je me suis habitué, je me suis rendu compte... que tu aimais ça. Pas que j'aimais ça. J'aimais ça, c'était gagné, ça. Je me suis rendu compte du décalage scientifique qui existait entre le monde et l'Algérie. Parce que réellement, et jusqu'à maintenant, bien que ça a beaucoup changé, à l'époque on disait toujours que l'école suédoise dit ça, l'école française dit ça, l'école américaine, il n'y a pas d'école, il y a des études, il y a de la recherche, il y a de la science. Donc, et on était toujours, si quelqu'un, nos anciens profs, les rah à Toulouse, il même comme son prof à Toulouse, et l'autre, celui qui est parti à Paris, vous voyez. Donc c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a un truc à faire. Oui, ouais. Je comprends. Et comment tu fais pour être à jour, en fait, dans tout ce qui est scientifique, technologique? Comment tu fais pour rester à jour? Ça me paraît évident, mais ça ne l'est peut-être pas. Mais je lis, je vis dentaire tous les jours, mais ce n'est pas un effort que je fais. J'aime bien ça. Donc, je vous dis ça, Albert, je dors avec une conférence. Comme je leur dis, moi, Dental XP, c'est mon Netflix. Donc, oui. J'ai Netflix, mais je ne pourrais pas vous dire la dernière fois que j'ai vu un truc sur Netflix. En revanche, je suis abonné à des sites de formation continue en dentaire qui m'intéressent. Donc, Dental XP, moi, je trouve que pour moi, c'est le meilleur site de formation continue. Oui. C'est en anglais. Mais bon, Bentley, Sinaha. Mais il existe, French Tooth, il y a plein de trucs sympas. Donc maintenant, l'information n'a jamais aussi bien circulé au monde que depuis ces dernières années. Oui, bien sûr. Réli Mabrache. C'est pour ça que les gens vont peut-être un peu moins vers les congrès. Donc, de chez nous, on se connecte de notre portable ou de notre tablette ou de notre PC. On a une fenêtre sur tout le monde. Donc, comment je fais? C'est facile. Après, il faut avoir l'envie. Et l'envie, comme je vous ai dit, moi j'aime bien. Magnifique. Et en parlant maintenant d'expertise et de pratique, j'aimerais savoir, est-ce que tu as quelque chose une technique ou une approche qui te distingue des autres dans ton travail? Je sais pas, me distinguer, je sais pas, j'ai fait plein de choses, essentiellement c'est en rapport avec, j'ai fait beaucoup de chirurgie, mais je fais beaucoup d'endodontie aussi, ce qui paraissait bizarre d'ailleurs, tous les copains de fac en France, qui lui disent « Ah, yo, tu fais des conférences d'endodontie », ce qui est une spécialité, j'allais dire, radicalement différente. Donc, j'aime bien le microscope, j'aime bien plein de choses, il n'y a pas qu'un truc que j'aime, donc j'essaye de... Toute ma pratique, je fais en gros un peu de l'omnipratique, bien qu'elle soit bien orientée vers la chirurgie et l'endodontie, mais toute ma pratique me plaît. Mais j'aime bien, par exemple, si je vous parle, c'est technique, hein, mais si je vous parle des implants, je fais une conférence là en avril sur le succès à long terme, parce que on voit sur les réseaux sociaux tout le temps des gens qui vont chez le dentiste et qui ont de nouvelles dents. Est-ce qu'on a vu ces gens-là 10 ans après? Et c'est dit 5 ans après. Est-ce qu'on les a vus? Il faut les voir. Donc, moi, j'essaye de me distinguer en faisant des traitements qui durent le plus longtemps.
C'est-à-dire, je veux régler les problèmes de mes patients, mais je veux réellement les régler, pas momentanément ou pas déplacer les problèmes. Bien sûr. Donc, c'est un peu, je ne sais pas si je réponds à ta question, oui. mais c'est ma vision de ce que je fais. Et ce qui me distingue, c'est que tout le temps, je dis, quand on discute entre copains, quand on parle de choses, et après, parce que nous, en tant que cabinet, on n'est pas dans un hôpital, on est là et on sera là. Donc, mes patients d'il y a 17 ans, pas plus tard qu'hier, une femme à qui j'ai posé des implants, qui se trouve être la maman d'un copain, il y a 17 ans, je la revois, elle a toujours ses implants en bouche, elle est contente et elle m'appelle Woody. Donc, et ça, au-delà de la rémunération financière, c'est une rémunération émotionnelle ou comme vous voulez, mais on se sent servir à quelque chose. Et donc, tout ce que je fais dans mon omnipratique doit se plier à cette optique-là. Parfait. Et comment en fait tu évaluerais l'état de la santé bucco-dentaire globale en Algérie? On va dire peut mieux faire, oui, mais beaucoup de progrès. Ça a beaucoup progressé. J'ai des copains, je dénigre aucune ville en Algérie. J'ai un copain à Biskra, il a un meilleur exercice que plein de copains à Alger, à Oran, dans les grandes villes. Dans tous les sens, technique, financier, rigueur, tout. Donc, et je le cite tout le temps en exemple. Donc, Hicham, pour ceux qui le connaissent. Donc, quand les copains disent je ne veux pas m'installer dans une petite ville, Hicham, il a un exercice magnifique. Alors que tout le monde disait « Biskra, c'est limite dans le désert ». Ou là, j'ai un copain, Jelfa. Il a un exercice magnifique. Il fait un service de soins extraordinaire que, sincèrement, je dirais plus de 90% des dentistes dans les grandes villes ne font pas. Donc, ça a beaucoup évolué. C'est complètement en rapport avec les réseaux et Internet. L'information circule, les gens ont accès à l'information et au-delà de l'information, l'émulation. C'est pour ça, quelque part, qu'on est là aujourd'hui, c'est l'émulation. C'est que quand je voyais mes mentors et mon prof, je parlais de Philippe Kayat, je peux parler de Raphaël Toledo, qui était mon supérieur à la fac, ou Tejdin, qui est un copain marocain. Quand je les voyais exercer, j'avais envie de faire comme eux. Et c'est ça, hein, on est dans une profession où le mentorat est très important. C'est-à-dire que notre cheminement, on ne peut pas le faire notre cheminement seul. Il y a toujours un mentor derrière nous. Et on doit tous quelque chose à quelqu'un. Donc, et cette émulation se crée via les réseaux. Après, il y a une bonne et mauvaise émulation parce que des fois aussi on voit des dérives dans notre profession, on voit de la publicité, des rabais, tout ça. Il y a de ça, mais dans tout canal, il y a le dark side. Donc il y a toujours le mauvais côté du canal, mais il y a beaucoup d'émulation qui passe par les réseaux sociaux. Et c'est ce qui fait, entre autres, évoluer la dentisterie. Magnifique, super. Maintenant, on va passer à l'entrepreneuriat. Donc, Ayoub, tu es entrepreneur. C'est un grand mot. Oh, oui, mais c'est un gros mot, mais tu l'es. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer chouïa, justement? Mais je pense que je suis nettement meilleur dentiste qu'entrepreneur. Ouais. J'ai toujours pensé que quand on a une bonne pratique, quand on fait bien les choses, on n'a pas à se soucier de l'argent. Oui. L'argent n'est pas un but. Donc, notre but premier en tant que praticien de la santé est de faire du bon travail et du travail durable et garder un sens éthique. Être entrepreneur ne nous empêche pas d'avoir une éthique. Donc, on travaille, tout travail mérite salaire. Et c'est vrai que parfois, ça peut être, entre guillemets, mal perçu que quelqu'un qui fait une profession médicale puisse gagner de l'argent. Alors, je leur ai dit, excusez-moi, mais si vous dites à vos enfants, « Qara, bêche tous les tabib ou la bêche tous les dentistes » et « Qara, bêche, avec quoi tu vas vivre ?» Ça paraît terre à terre, mais c'est normal. C'est normal de bien gagner sa vie. Donc, et c'est des études qui sont difficiles. C'est pour ça que c'est très sélectif. Donc, on se situe, entre guillemets, au sommet d'une pyramide de sélection parce que écrémage. Et même quand on est diplômé, quand on sort et on pense qu'on a ça et terminé après, ça va être... Il faut se faire sa place sur le marché. Oui. Donc, et je pense que en tant qu'entrepreneur, je ne sais pas si on peut appeler ça entrepreneur,
c'est normal de gagner de l'argent. Après, on est toujours méditerranéens, arabes, jazairiens, musulmans, toujours qui n'hadrou à la draham, c'est un peu mal perçu. Quand j'ai commencé les implants, il y avait des gens qui disaient d'ailleurs, un des anciens profs, il dit oh, tu veux faire les implants en France? Les Algériens ne se brossent même pas les dents, ils ne vont pas faire un soin. Si tu penses qu'ils vont faire des implants, écoute la chauffe. Dans les années 2000, quand vous voyez des Audi, des Mercedes et tout ça, il y a des gens vous pensez que ces gens-là ne voudraient pas des dents pour eux? Donc, il y a un marché pour tout. Bien sûr. Il y a un marché pour tout. Le but, c'est qu'il soit le plus démocratique possible. Mais l'évolution vient par l'élite. C'est comme dans l'industrie automobile. L'ABS a été développé en Formule 1. Donc, ça vient par l'élite et ça descend. Bien sûr. Donc, حنا في الجزائر شوية عندنا مشكل مع l'élitisme vu notre historique. Donc, et on devrait un peu se concilier avec l'élitisme dans notre culture arabo-musulmane. لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Donc, si on sait, on n'est pas pareil que celui qui ne sait pas. Donc on devrait se réconcilier un peu plus avec notre élitisme, avec l'élitisme en général. Bien sûr. Et en tant que chirurgien dentiste qui a son propre cabinet, est-ce que tu as... Excuse-moi de te couper, c'est pas mon propre cabinet, on est associés. Je suis associé avec mon frère Sofiane et mon co-associé Jemeldine. Très bien, ok. Et du coup, est-ce que vous avez, en tant qu'équipe, une stratégie pour attirer de nouveaux clients? Est-ce que vous utilisez les canaux de communication? Comment vous faites en fait? Oui, donc... D'ailleurs, on était le premier, mon frère et moi, le premier cabinet de groupe à se faire à Oran, parce que le concept n'existait pas. Ça venait de sortir, la loi venait de se faire, donc on a commencé, et c'était non sans peine, parce que à l'époque c'était un peu nouveau, donc j'ai un peu galéré au début pour faire un cabinet de groupe. J'encourage tout le monde à travailler en groupe. On est une profession où on ne peut pas tout savoir, et travailler en groupe, déjà, moi je pense que l'aspect convivial, parce qu'avec l'aspect dentiste comme un loup solitaire dans un cabinet, moi je trouve ça triste, mais c'est personnel, c'est mon avis. Et le cabinet de groupe permet d'avoir une vision assez globale de la chose. Après, il faut que le groupe s'entende sur l'aspect technique, scientifique et financier. Ce qui n'est pas gagné d'avance. Mais je pense que tout le monde gagnerait à travailler en groupe, tout simplement parce que on fait des économies d'échelle. Par exemple, si on veut acheter un appareil de radio qui coûte 8 millions de dinars, si on l'achète à 3 et si on l'achète à... Ça fait moins mal. Si on veut un scanner, etc., etc. Donc, je reviens à ta question. C'était quoi ta question? Comment tu fais en fait pour attirer de nouveaux patients? J'attire pas les patients. J'attire pas les patients. Je trouve que notre profession... et c'est là où je suis peut-être has-been, je suis peut-être old school, comme vous voulez. On est dans une profession, déjà éthiquement, on n'a pas le droit de faire de la pub. La promotion. On n'a pas le droit de faire de la pub. Donc, parce que, après, un flagellé, vous partez dans un supermarché en Espagne, vous trouvez rabais sur les implants dentaires la semaine prochaine. Donc, mais je pense que l'Espagne, déjà, c'est un mauvais exemple de pays parce que dans la santé, et nous, on s'inspire beaucoup du système français. Donc, en France, il n'y a pas de publicité. Ça a un problème par exemple, au Jazair, c'est que les patients algériens sont peut-être, si on interdit la promotion des dentistes algériens, après la promotion peut se faire de plusieurs façons. La promotion telle qu'on la voit dans le sens publicitaire de la chose, venez chez moi, je suis le meilleur, ou venez chez moi, je vous ferai des prix, c'est pas comme ça que ça se fait. Donc ça passe. Ma façon, quelque part, de faire des promotions, ma promotion de ma personne, c'est de former et de montrer ce que je sais faire. Et il y a beaucoup de gens qui m'envoient des patients parce qu'il y a un rapport de confiance. Donc, c'est peut-être ma façon de promouvoir. C'est le bouche à oreille, en fait. Il n'y a pas mieux. À terme, parce que moi, personnellement, les patients des réseaux sociaux, c'est les pires patients. Parce que c'est des patients qui ont des attentes très importantes
et qui n'ont pas et qui veulent bien sûr payer le moins possible. Donc c'est une logique très commerciale. Je n'adhère absolument pas à cette logique-là. Très bien. Et quelle erreur fréquente راك تشوفها عند les jeunes entrepreneurs dans le secteur médical en Algérie? Erreur première, franchement, oui. C'est que nous, dans notre profession, la chose la plus importante, c'est nous-mêmes. On doit investir dans nous-mêmes avant d'investir dans le matériel. Et c'est bien d'avoir de beaux cabinets. Ça me rappelle une anecdote quand je me suis installé, quand j'étais en train d'arranger le cabinet. Wahed sahbi qui est médecin et dont les parents sont médecins, installé, il dit tu sais, Ayoub, il faut pas trop arranger ton cabinet, sinon les patients ils rebookent, tu passeras pour être quelqu'un de très cher. Mais bon, c'est notre espace de travail, il faut pas. Non, le médical, c'est quelque chose de populaire. Ça vous donne une idée sur la médecine des années 80-90 au Jazair. Ça a changé. Donc, je veux bien que les cabinets soient bien arrangés et tout ça, mais je pense que les praticiens devraient investir dans leur formation. Et c'est leur formation qui va leur donner accès au matériel et pas acheter le matériel avant les compétences. Donc, désolé pour les distributeurs de matériel, mais j'encourage les dentistes à investir en eux, dans leur formation, et après, acheter le matériel qui convient à leur niveau de pratique. D'accord, super. Et est-ce que tu envisagerais de diversifier tes activités ou peut-être contribuer à l'ouverture d'une nouvelle clinique dentaire ? Agrandir ma structure, oui, je veux agrandir ma structure, je veux avoir un cabinet comme je veux. Donc, dans le cadre un cabinet de groupe ou une clinique, voilà, c'est un projet qui est en cours, donc dans ma tête, en cours, donc, mais qui est très bien ficelé et à terme, ça se fera, Inch'Allah. Mais pardon, je reviens à ta question. Est-ce que tu as d'autres projets? Est-ce que j'ai d'autres projets? Oui, ça fait exactement 5 ans que je fais de l'agriculture. Génial. Ça n'a pas de vocation, c'est pas pour gagner de l'argent. J'en ai gagné un peu, mais pas tant que ça. J'ai toujours aimé la nature. Ok. Ouais, j'ai toujours aimé la nature. Ouais. Et l'anecdote, c'est qu'un copain avec qui je vais à la pêche souvent, Allô Ayoub, il dit, je vais te proposer un truc, il n'y aura personne. Donc c'est le coin auquel on va à la pêche. Et il y avait une ferme à vendre, donc, et c'est en pile en face là où on va à la pêche. Donc il y a une ferme à Albert, donc on est rentré. Mais quand j'étais petit, je cultivais, j'avais un petit potager là où on habitait, donc j'ai toujours aimé un peu cultiver et j'ai toujours été proche de la terre. C'est pour ça que je reviens à ta question première. Mon rapport à l'Algérie et encore plus avec le terroir algérien fait de moi ce que je suis parce que j'aime mon pays. Comme toute personne, je pense, normalement constituée et devrait se réconcilier avec son pays. Parce que nous, Algériens, nous sommes l'Algérie. C'est-à-dire, on regarde les problèmes qui viennent de nous, nous Algériens de barra, l'Algérie. À l'Algérie, oui, il y a plein de critiques, hein, c'est pas... mais on devrait se réconcilier et c'est pour ça que je vous dis, me sentir appartenir à un terroir, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Magnifique. Et comment tu vois en fait l'impact des nouvelles technologies sur la chirurgie dentaire en ce moment, par exemple l'intelligence artificielle, la 3D, comment tu vois l'impact taha? J'adore ça. Ouais. J'adore ça. J'ai fait mon premier site web en 1999 avec un modem 56K. Donc à l'époque, j'avais fait un site où je montrais... J'aime beaucoup la musique. Je montrais toute la discographie des groupes que j'aimais avec les albums, les lyrics, les paroles des chansons, la chronologie, tout ça. Et j'avais fait un site sur ça et je l'ai construit au modem 56K. Donc, j'ai toujours aimé la technologie et la technologie appliquée au dentaire. C'est le game changer, ça change tout. Ça change même notre façon de réfléchir. C'est-à-dire, le numérique, c'est vraiment la chose à ne pas rater. Par exemple,
un des pionniers qui a commencé dans les scanners intraoraux, qui est un copain, Sid Ahmed Saada, qui est ici à Alger. Donc, Sid Ahmed, quand il a commencé à faire les scanners intraoraux, j'aime beaucoup, c'est un copain. Donc, maintenant, quand j'ai vu ça, les premiers temps, j'ai mis un petit temps. Je me suis dit, il faut que j'y vais, mais j'ai mis un peu de temps. Une fois que j'ai vu ça, c'est magnifique. On ne peut pas. C'est comme imaginer notre vie avant le portable. Vous vous souvenez de votre vie avant le portable? Voilà. Est-ce que vous difficilement. Est-ce que vous pouvez revenir à votre vie avant le portable? Non. Voilà. Pas du tout. Donc, c'est le même rapport qu'on a avec la technologie en général et le numérique en particulier. Donc, demain, je fais un truc sur une thématique un peu particulière, mais je parle un peu de numérique parce que ça change tout. On est dans nous, on fabrique des choses. Quand vous allez chez le dentiste, vous devez sortir avec quelque chose. Soit avec un soin, soit avec tarf d'une dent, soit une nouvelle dent, soit toute une nouvelle bouche. Ouais. Donc, on est des fabricants. Donc, le numérique et le CAD-CAM ou la CFAO, CAD-CAM, c'est Computer Assisted Design et Computer Assisted Manufacturing. Et en français, c'est CFAO, c'est conception et fabrication assistée par ordinateur. Donc, là, on fait de la conception, on conçoit des choses. Donc, c'est extraordinaire les choses qu'on peut faire et la simplification des choses et le gain de temps pour nous et pour les patients aussi. Parce qu'in fine, on répond à une demande. Bien sûr. Alors, maintenant, on va parler un peu de tes anecdotes. Est-ce que tu as une petite histoire drôle ou mémorable qui t'est arrivée un jour avec un patient à nous raconter? Oh, on en a plein, mais bon, là, de tête, il faudrait que je cherche. Il y a une patiente, une vieille patiente, une fois, une vieille tlemcénienne, qui a dit « Ah, Ouldi, تفكرني بنوري. » شكون نوري؟ قالت لي نوري كوفي. ضحكتني sans parler de هذوك. Ah, dommage, Ouldi, راك متزوج لو كان والله نزوج لك بنتي. Donc ça, c'est les grands classiques. Et l'anecdote, c'est que هذه اللي قالت لي نزوج لك بنتي. À l'époque, j'étais marié, j'ai divorcé. Oui. Et je me suis remarié avec sa nièce. Ah! Complètement par hasard. Mesquina, elle a du mal le prendre. Hein? Non, bon, ces filles, elles sont âgées. Oui. Non, mais Hadik, c'est une marieuse professionnelle. Donc, les qui تشوفك تدبر وين تلصقك. Donc, c'est les marieuses. Génial. Ouais. Et est-ce qu'il y a une expérience qui t'a marqué dans ta carrière que tu pourrais nous raconter? Expérience qui t'a marqué? Que ce soit avec un patient, ou là avec un formateur, ou là avec quelque chose qui t'a vraiment marqué. Une en particulier, non, mais ce que je dirais est quelque chose que je peux en être fier, c'est que j'ai plein d'anciens stagiaires qui sont des copains, et qui ont commencé chez moi et après qui ont fait des carrières magnifique. Il y a des copains qui sont en France. Il n'y a pas très longtemps, un autre copain qui a refait ses études au Portugal pour exercer en France m'a dédicacé son mémoire de fin d'études. Donc, c'est de voir de pouvoir transmettre, la transmission. Parce que on va tous gagner de l'argent, on va tous acheter des maisons, des voitures, tout ça. Mais ça, tout le monde le fait. Mais il y a un autre truc qui est un peu plus que ça, c'est de transmettre quelque chose. Donc, et quand je vois, par exemple, je cite toujours dans ma formation Dr Neiri, qui était stagiaire chez moi, et il n'y a pas longtemps, je cherchais un truc sur le numérique. J'ai appelé Mohamed, qui m'a aidé. Après être, moi, tout des trucs, il m'a appris des trucs dans le numérique et je trouve que c'est magnifique. Et le jour où moi, je vais avoir un problème dentaire, je vais avoir des référents chez qui aller parce qu'il y a une transmission de la science. De savoir aussi. Ce qui n'était pas évident avant. Parce que je suis absolument pas d'accord avec ça. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi? On dirait que je suis déjà mort. Non, je me sens vieux. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de toi, même pendant ton vivant? Des gens qui font des formations chez toi et puis peut-être que tu ne vois plus après, des patients que tu ne vois plus après. Donc, sur les deux paliers, alors en tant que Ayoub, le professionnel, le chirurgien dentiste, et Ayoub, l'homme, J'aime répondre à
Quand vous dites entrepreneur, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui répond à une demande. D'accord? Donc moi, j'ai une demande de soins. Donc je suis prestataire de santé. Quand un patient vient chez moi, si il a besoin d'une prestation de santé, je veux répondre au mieux de mes compétences et de mes moyens techniques et intellectuels à sa demande initiale. Donc si, comme je vous ai dit, la patiente que j'ai vue hier, qui était hier au cabinet, à qui j'ai posé des implants il y a 17 ans, et qui a toujours ses implants en bouche, qui me dit donc, et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et même si on va dans notre réflexion arabo-musulmane ou algéro-musulmane, si on veut, c'est de faire des choses qui s'inscrivent dans la continuité. Et pour en venir à la formation, il y a des formations, sincèrement, les formations, c'est pas la chose la plus rentable. On ne gagne pas notre vie en tant que formateur, on gagne notre vie au cabinet. Mais la formation nous permet de nous former, mais nous permet de transmettre. Et ilmun yanfa', je pense que dans notre culture musulmane, c'est sadaqa jariya, c'est-à-dire qu'on apprend aux gens à soigner, et ça pour moi, c'est quelque chose de noble. Donc, ça paraît contre-intuitif d'apprendre aux gens notre travail dans tous les domaines. Et pas du tout. J'ai une slide dans une formation où je montre, il y a une pyramide de savoir, et en gros, on apprend un peu quand on voit un truc, un peu plus quand on lit, un peu plus quand on voit une vidéo, un peu plus. Et là où on apprend le plus, c'est quand on enseigne aux autres. Donc, c'est quand on forme les autres qu'en réalité, on se forme le plus. Donc, quelque part, ça me permet de, avoir cette, entre guillemets, noble tâche de transmettre du savoir pour que les gens soient mieux soignés. Et de l'autre côté, c'est gagnant-gagnant. Ça me permet, moi, d'être toujours, comme je reviens à ta question, à jour. C'est-à-dire que, Radoua, j'ai une formation. Aujourd'hui, je vais vous dire, je vais rentrer à l'hôtel et je vais bosser. Sur la préparation. Voilà. Très bien. Maintenant, on va parler un peu de ta vision, de tes motivations et aussi de ta philosophie de vie. J'aimerais te demander, est-ce que Shift, un changement ou là, une amélioration le secteur dentaire durant les 10 dernières années? Oui, beaucoup, indéniablement. Personne ne pourra dire que ça n'a pas évolué, ça a beaucoup évolué et en bien. Après, vous trouverez des gens qui vous disent qu'il y a une clochardisation de la profession, une mercantilisation de la profession, où les gens font de la pub sur TikTok ou sur les réseaux sociaux. Mais je dirais que c'est un dommage collatéral. Je préfère qu'il y ait ce dommage collatéral que Mbelaine où il ne se passe rien du tout. Donc, et dans toute ouverture, il y a toujours des effets indésirables, même dans les médicaments qu'on prend, il y a des effets indésirables. Donc, mais il y a une nette évolution de la dentisterie en Algérie. Les praticiens algériens procurent de meilleurs soins et les patients algériens profitent de meilleures qualités de soins et de très loin par rapport à il y a 10-15 ans. Une nette évolution, c'est indéniable. Oui. Et quelle évolution tu espères voir les 10 prochaines années? Quelle évolution? On a un problème de démographie professionnelle en Algérie. Ou de distribution de professionnels en Algérie. Donc ça a commencé par les médecins dans certaines zones des grandes villes. Je ne sais pas si c'était le cas à Alger ou je sais qu'à Oran, ils poussaient les gens à s'installer un peu plus en périphérie, un peu plus dans les villes limitrophes, parce que on se retrouve avec des zones hyper médicalisées et des zones sous-médicalisées. Donc on a un problème de population, enfin de démographie professionnelle, pas que ça, dans le sens où moi j'ai terminé mes études à la fin des années 90. À la fin des années 90, l'Algérie qui fait 30 millions d'habitants. Peut-être. On va dire 30 millions d'habitants. On est 45, oui. Donc c'est 50%. Les dentistes, mais Zadouche, 50%, Zadouche, 200-300%. Nous, on était des promos de 90, maintenant je vois des promos de 300. L'évolution, c'est que
c'est un peu le cas dans certains pays, exemple l'Espagne, c'est qu'il y a eu une surpopulation professionnelle et les dentistes espagnols émigrent en France pour travailler. Donc, dans toute profession, il y a un peu un réglage. Ta question initiale, comment je vois l'évolution? Je vois l'évolution que malheureusement, il y aura peut-être une élite qui tirera ses épingles du jeu, mais il y aura des praticiens qui vont être salariés ou travaillant chez les autres. Alors que l'intérêt des professions médicales, c'est qu'on peut s'installer à son propre compte assez rapidement et en vivre très bien. Donc, la partie je m'installe et je travaille va être de plus en plus difficile pour les nouvelles générations parce que ça devient de plus en plus, c'est hyper compétitif et pas à la régulière. Ok, et qu'est-ce que tu en... Alors, je vais te poser un peu une question, j'aimerais avoir ton avis dessus. Secteur public vs secteur privé? Déjà, le VS me dérange. Oui. Pourquoi? On n'est pas contre. On n'est pas contre, c'est le secteur public, ils font une noble tâche que de soigner tout le monde. Or, c'est vrai que c'est même pas un secteur public, c'est la fac, secteur privé. On a du mal à collaborer avec des gens qui ont d'autres objectifs que nous. Donc les critiques classiques vont dire que les gens qui travaillent en privé pensent qu'à l'argent. Ils pensent à l'argent, mais pas qu'à l'argent, loin de là. D'accord? Et quand je compare les dentistes qui travaillent dans un secteur public, je dis c'est comme les enfants qui vivent chez leurs parents. Quand on achète un matériel, on prend soin. Quand on consomme ce qu'il faut. Quand on est dans un secteur privé, un secteur public, je pense que c'est comme les enfants qui sont chez leurs parents et ils pensent que le frigo est amar wahdo, ou la lessive se fait toute seule. Donc nous, je pense qu'on est plus en contact avec la réalité. On a une vraie réalité parce qu'à la fin du mois, il faudra payer les fournisseurs de consommables, les fournisseurs de matériel. Donc, et de toute façon, plus de 80% des dentistes dans le monde exercent en privé. Donc, c'est la vraie vie. Après, le secteur public rend un service public. Et c'est très important. Fiblette qui m'a l'Algérie, il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'aller chez le dentiste. Et le service public est là pour ça. Tant bien que mal, mais il mérite d'exister. Oui. Moi, ce qui me chagrine, c'est que, sincèrement, je suis rentré en 2007 et je pensais pouvoir garder un pied à la fac. J'ai toujours essayé, j'ai jamais pu. Parce que la fac algérienne, nous, praticiens privés, nous voient d'un mauvais œil. Alors qu'ils pensent qu'on a besoin de la fac pour accéder à une certaine notoriété. Avec le temps, on sait que non. Mais je trouve ça vraiment dommage. Et je garde ma main tendue envers la fac. On doit faire un truc avec la fac. Ça met du temps, mais ça se fera, Inch'Allah. Mais toujours dans ma logique de pouvoir transmettre, je pense qu'il n'y a pas meilleur endroit de transmettre la science qu'une faculté. Et je trouve que c'est très dommage que la fac ne soit pas en synergie avec tous les dentistes. Donc la discussion privée versus public, mais il n'y a pas de versus. C'est dommage qu'il n'y ait pas de synergie. Mais bon, c'est peut-être une utopie. Hein. Moi, je pense qu'on peut faire des choses. Mais peut-être oui ou non, je ne sais pas. Bien sûr. Alors maintenant, j'aimerais savoir si tu pouvais changer quelque chose le système médical en Algérie, ça serait quoi? Oula, il y en a des choses apparemment. Non, comme non, c'est pas critiquer, c'est des l'amélioration. La critique, aussi, on accepte elle est bonne, elle est constructive. Bien sûr. Le truc où je trouve vraiment dommage en Algérie, c'est qu'il n'y a pas un système de santé de remboursement des soins. Mais quand le patient algérien qui est un dentiste, particulier ou ailleurs, c'est pour lui. Il faut des fois les employés de grandes enseignes qui ont une couverture sociale, les grandes entreprises, mais la sécurité sociale est quasi inexistante. Ouais.
Et les assurances privées ne sont pas assez développées. C'est développé, qui m'a dit les AXA, Bainin. Mais je trouve que le patient algérien n'est pas remboursé. Et il n'a pas de réelle prestation. Je pense que c'est à développer. Oui. C'est à développer. Alors on va commencer à parler du dernier chapitre, qui est le salon Dantex et ses exposants. J'aimerais savoir, selon toi, où est le rôle t'as les importateurs, les distributeurs et les organisateurs d'événements dans l'évolution justement de ce secteur en Algérie? Incontournable. Incontournable, c'est là. En tant que dentiste, et parfois on va un peu dans un délire où attention, nous c'est les scientifiques, parce qu'il faut savoir qu'on est une profession à fort ego ajouté. Donc, tabib, attention, tabib, il arrive. Donc, et on pense que parce qu'on est scientifique, on ne devrait pas parler aux commerçants. Limite, on méprise le commerce, alors que pas du tout. On collabore ensemble. Les acteurs du secteur ont leur intérêt et on a les nôtres, et à nous de trouver une combinaison, tout ça dans l'intérêt de la dentisterie algérienne. C'est-à-dire, nous on veut qu'il y ait des conférences, nous on veut qu'il y ait de la formation, nous on veut qu'on nous donne des produits à essayer, qu'on nous laisse manipuler des trucs, mais tout ça a des coûts. Donc, s'ils voient le coût de tout ça, qui va payer à la fin? Donc, c'est les acteurs de ce secteur-là qui vont payer. Donc, celui qui paye, qui m'a dit, les khalas yahkam, pas à ce point, mais ils sont incontournables. À nous de trouver l'équilibre. Oui. C'est comme quand on nous parle de « Ah oui, les multinationales viennent en Algérie pour prendre de l'argent ». Ben non. Un entrepreneur, son essence, c'est de gagner de l'argent. Et nous, notre essence, c'est peut-être autre chose. À nous de trouver un compromis. Pas un bras de fer, un compromis. Donc, parfois, ça vire au bras de fer. Ça peut arriver. Je pense que les distributeurs et les organisateurs d'événements, et s'il y a une évolution de la dentisterie, elle ne se serait pas faite sans eux. Parce que les distributeurs et les organisateurs d'événements, c'est eux qui dynamisent parce qu'ils sont confrontés à la réalité. Oui. Les distributeurs, ils ont un chiffre d'affaires à faire, et les organisateurs d'événements, ils ont un certain nombre de stands et de trucs à avoir. Donc, c'est des gens qui vivent dans la réalité. C'est pas une utopie. Oui. Donc, ils sont incontournables et ils sont bénéfiques. Voilà. Très bien. Alors, nous, on t'a vu sur Dantex pendant toutes les éditions passées. J'ai raté une. La toute première. La toute première. On était dans un chapiteau. On n'avait pas encore les moyens à cette époque. Ouais, c'était la première fois. Ouais. Écoute, on était une start-up. On a commencé. C'est bien, vous avez bien évolué. Et on a évolué, et doucement. C'est pour ça que... Bien, pas doucement, voilà. Bien. Et on demande toujours conseil. C'est pour ça que je vais te demander tout à l'heure conseil. Maintenant, on t'a vu très actif sur certains stands, chez certains exposants. Oui. Et j'aimerais savoir comment, en fait, quelles sont les relations que tu as nouées grâce à Dantex avec ces entreprises-là? Honnêtement, c'est pas grâce à Dantex, mais à Dantex, on a encore plus développé notre collaboration. Moi, je suis conseiller scientifique de Dentina, honnêtement. Oui. Donc, comment tu as observé l'évolution de Dentina ces dernières années? Extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Donc, il y a un travail acharné, et je peux en témoigner. Je sais que Morad, je le dis, c'est une fourmi. Donc, Morad, qui est le CEO de Dentina. Donc, Morad, c'est un travailleur acharné qui n'arrête pas, qui peut m'appeler je peux trouver des messages à n'importe quelle heure pour des idées. Et d'ailleurs, on est dans le même mindset, donc c'est pour ça qu'on s'entend bien. Mais on se connaissait d'avant. Morad travaillait chez une autre société qui sont des voisins et des amis Dental Ouest. Donc, chez qui j'ai pris mon matériel quand je me suis installé. Donc, je connaissais Morad. Après, on s'est retrouvés quelques années après. On a commencé à faire des cours d'endodontie et de fil en aiguille, on a développé plein de formations. Et c'est vrai que pendant les événements Dantex, parce que Dantex, quand je parle à Morad, c'est 6 mois avant, il est en train de préparer son Dantex. 6 mois avant, il prépare son stand, et les formations, et les formateurs, et les workshops. Les formations que vous donnez sur le salon? Les workshops, en général, c'est des packs achats, je crois. C'est-à-dire que
Encore une fois, c'est du win-win. C'est-à-dire que les praticiens achètent un pack d'un certain produit qui leur donne accès à la formation du produit qui va avec. Donc, trouves-tu justement que les distributeurs en Algérie proposent une gamme assez variée pour les dentistes? En tant que dentiste, je dirais toujours que pas assez. Oui. On en veut toujours plus. Walakin, beaucoup mieux qu'avant. On trouve de tout, même si je sais, parce que j'avais entre guillemets, une start-up d'importation de matériel médical. J'ai importé des implants pendant longtemps. J'ai arrêté au profit de Dentina, donc j'avais passé le flambeau, mais qui le font 100 000 fois mieux que moi. Mais je sais ce que c'est et c'est très difficile d'importer du matériel médical en Algérie. C'est un marché qui est très régulé, il y a beaucoup de contraintes, donc je sais que c'est compliqué d'avoir du matériel, mais encore une fois, il y a c'est pour ça que je collabore beaucoup avec Dentina. Il y a une prise de risque. Il y a des entreprises qui sont dans le zéro risque, mais qui ne font pas évoluer le domaine. Donc Dentina, des fois, je dis à Morad, pourquoi tu ne nous ramènes pas ça, ça, ça? Allez, vas-y, on y va. Donc, et c'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on est à l'avant-garde et qu'on peut apporter toujours des nouveautés dans notre pratique. Génial. Et dernière question, qu'est-ce que tu aimerais voir sur Dentex? Qu'est-ce que tu nous conseilles d'implémenter, que ce soit, parce que en fait, tu as la chance d'être entre les deux, entre nous, c'est-à-dire les organisateurs, les exposants et les chirurgiens dentistes que tu formes, que tu connais, que tu côtoies. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on implémente, que ce soit plus de zones, par exemple, de détente, ou que ce soit plus de formation, ou que ce soit une autre salle de conférence? Qu'est-ce que tu nous conseillerais d'implémenter directement pour la prochaine édition qui sera du 28 au 31 mai d'ailleurs? Ouais. D'ailleurs, on va écourter notre séjour en Corée pour le Dentex. Je dirais plein de choses, mais je sais que c'est pas de votre ressort. Je sais que les structures dans lesquelles Dentex se tient ne sont pas au top, et je sais que c'est pas vous. Mais par exemple, c'était très terre à terre, mais si on voyait lors du dernier salon Dentex, avoir accès aux sanitaires était difficile. La clim, on a suffoqué. Mais je sais que c'est pas vous. Mais vous êtes le relais de la pression. La pression, ça se transmet. Donc, je vous dis ce que disent les dentistes. Donc, après, c'est clair que Dentex a fait évoluer le niveau des salons dentaires en Algérie qui n'existaient quasiment pas avant. Avant, il y avait des sociétés savantes qui organisaient des salons, mais un salon tel que le Dentex n'existait pas. Donc, ils ont vraiment développé le secteur et c'est un événement qui est incontournable. Donc, tout le monde va au Dentex. Tout le monde, parce que même les distributeurs jouent le jeu, les distributeurs font des promotions Dentex. Donc, ce qu'il faudrait ajouter, franchement, à part la structure, le concept est très bien huilé. Et de toute façon... De toute manière, voilà. Je t'en ai parlé tout à l'heure, on a rajouté un peu de la chirurgie esthétique cette année sur le salon. Oui. J'espère, je t'en dirai pas davantage pour laisser l'effet surprise à nos visiteurs. En fait, pour expliquer mieux à nos visiteurs par rapport à la structure, j'ai une bonne nouvelle, c'est que l'année prochaine, il y a un nouveau hall d'expo qui est en train d'être construit en ce moment. Mais en plus de ça, cette année, c'est qu'on va mettre en place un système de climatisation externe, on va mettre en place plus de sanitaires qui seront ouverts, disponibles pour nos visiteurs. Ah oui, important, pardon, excuse-moi. La restauration, les Algériens jouent Béchiaklo. Hein. Oui. Ouais. La restauration, pareil, c'était un peu compliqué c'est un tout. De toute façon, on voit ce qui se fait ailleurs. On n'a qu'à copier. Hein. Mais bon, après, je sais que c'est pas une mince affaire. 7000 personnes. Il faut s'assurer que ça soit bon, que ça soit propre. C'est pour ça qu'on a des fournisseurs, parce qu'on les connaît, parce que je sais que c'est frais, je sais qu'ils vont pas tomber malades. Et c'est pour ça, c'est un dilemme en fait. La restauration d'une aussi grande, c'est compliqué. Mais on essaie bien sûr de s'améliorer d'année en année. Maintenant, j'aimerais que tu donnes un message un peu à nos visiteurs, aux chirurgiens dentistes que tu connais, qui te connaissent, qui ont demandé à t'écouter, qui ont demandé à savoir davantage Halik. J'aimerais que tu leur dises quelques mots justement et que tu leur transmettes un message peut-être que tu as envie de leur transmettre.
je ne sais pas ce que je dirais, mais je dirais ma façon de voir la dentisterie. Je pense qu'on exerce une profession où on est avantagé. Alhamdoulilah, on gagne relativement bien notre vie et dans de bonnes conditions. Donc, à nous de l'exercer de la façon la plus éthique qui soit. Malheureusement, parce que la norme, c'est le nombre. Oui. Mais la norme, c'est pas forcément normal dans le sens commun de la chose. C'est-à-dire que quand on voit l'évolution de la dentisterie avec les réseaux sociaux, avec tous les réseaux sociaux en gros, l'éthique perd. On perd beaucoup d'éthique. Et j'en parlais pas plus tard qu'hier avec le président du Conseil de l'Ordre, qui est un copain à Oran, Ben Ouda Qalqoul, docteur Qalqoul, donc et docteur Saad aussi, père. Gali, notre génération, on avait une notion d'éthique qui était plus importante, pas parce qu'ils sont plus éthiques, parce qu'il n'y avait pas les réseaux. Et en plus, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il suffisait d'ouvrir un cabinet pour que ça marche, Bakri. Maintenant, c'est tellement hyper concurrentiel et tellement il y a de praticiens et tellement il y a d'autres praticiens qui font de la pub sur les réseaux qu'un praticien qui est éthique, qui ne fait pas de publicité et qui fait les choses comme il faut est presque pénalisé à court terme. Mais à long terme, à moyen et à long terme, on ne peut que être gagnant. C'est pour ça que je vous dis, on s'inscrit dans le long terme. Quand on ouvre un cabinet dentaire, en général, on est une profession de sédentaire. Donc, c'est rare que les gens changent de cabinet, mais bon, on va peut-être changer une fois, maximum 2 fois de cabinet, mais on s'enracine dans un endroit et notre éthique est notre meilleure carte de visite. Magnifique. Voilà. Je te remercie, Ayoub, d'être venu, d'avoir répondu à l'invitation, d'avoir pris ton avion aujourd'hui à la première heure. J'imagine que tu as énormément de choses à faire, vu que tu as demain aussi des formations, tu dois préparer et tout. On se donne rendez-vous très bientôt, Inch'Allah, le salon Dentex, qui va se tenir du 28 au 31 mai cette année. Merci beaucoup et à très bientôt, Inch'Allah. Avec grand plaisir. Merci. Et au Dentex, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, Ayoub. Sahiti.